François et Baguette. Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette. Dans ce format, donc on a appelé la sentinelle, on va parler méta, donc on va faire le point sur les listes du moment par faction. Alors liste du moment parce qu'en fait, on va essayer de s'intéresser à des listes qui sont les plus récentes possibles, avec au pire des cas des listes qui datent depuis la dernière FAQ. Forcément, si on vous fait des listes qui ont gagné mais dont les règles ont changé depuis, ça n'a pas vraiment le même sens. On va fonctionner par faction, donc chaque faction aura une liste. L'objectif de ce format, c'est de partager les informations. Moi, je reste persuadé que il n'y a rien de pire dans un wargame ou un jeu de stratégie que l'effet gacha, c'est-à-dire de perdre une partie parce qu'on n'était pas préparé à un élément particulier, parce qu'on ne savait pas qu'il existait. Juste découvrir soit une combo, soit une compo. Quand on fait beaucoup de parties, c'est toujours intéressant de découvrir des choses un petit peu nouvelles. Mais quand on commence à avoir un petit peu moins de temps parce que boulot et tout ce qui va avec, forcément quand on fait un petit peu de kilomètres pour jouer un week-end, on n'a pas juste envie de se faire avoir en mode surprise pour rien. D'où l'intérêt des sujets YouTube qu'on peut faire sur cette chaîne ou sur d'autres. Ensuite, rassurer sur la variété des listes de The Old World. On parle souvent en amical de attention aux dragons. Il n'y a que les hauts elfes, le chaos et les brotaux qui existent. Quand on regarde en fait l'intégralité de la méta, on se rend compte que chaque faction est capable de faire au moins un top 4, que ce soit sur des tournois d'une journée, de 2 journées ou des choses comme ça. Et donc ça met aussi le dernier point, c'est-à-dire mettre en avant des compositions. C'est-à-dire, oui, on a tous été capables de lire le bouquin quand ils sont sortis, quand les bouquins sont sortis en fin janvier 2024. Là, on est en octobre 2024, on a eu quelques arcanes journal qui sont sortis au fur et à mesure pour faire varier les choses, etc. Donc il y a eu des mises à jour. La méta vieillit, on était parti sur une méta où on s'est dit il va y avoir des linehammers d'infanterie de fou, le jeu n'a aucun sens. Au final, maintenant, on est en train de se dire l'infanterie, il faudrait la mettre en avant. On a eu attention, le spam gyrocoptère va briser la méta, au final on l'a pas vu. On a eu l'époque, les dragons, ça fait le cul à tout le monde. Du coup, les solutions anti-dragons sont sorties, et maintenant tout le monde se plaint du bretonien, qui a trop de solutions anti-dragons. Donc voilà, au final, comme à chaque fois, comme dans tous les jeux, que ce soit les jeux de cartes, que ce soit n'importe quel jeu de figurines, qui est bien foutu, dans le sens où c'est pas juste l'éditeur qui met un gros coup de neuf tous les 3 mois, on a une méta qui est vivante, qui va se créer, qui va s'adapter, et ça c'est assez sympa. Alors au niveau des sources, il n'y a aucune sponsor de leur côté, vous connaissez les sponsors habituels de la chaîne, ils sont disponibles dans le Linktree, mais là les sources sur lesquelles je vais chercher mes informations, c'est le site MetaHammer, c'est un Français qui vit en Allemagne qui a fait ça, donc merci à lui, donc toutes les semaines il met à jour l'intégralité des listes à sa disposition, et donc à la disposition de tout le monde depuis différentes sources, et l'une des sources qu'il utilise, c'est le site Best Cost Pairings, qui est le site de référence à l'international, alors pas encore en France, parce qu'on a toujours l'exception à la française, de gestion et d'utilisation et d'organisation des tournois. Donc en fait, il fait à lui tout seul ce que font nous la plateforme T3, plus ce que fait la plateforme MHQ, plus voilà. Nous on doit démultiplier les plateformes, eux les Américains en ont une seule, et qui est utilisée du coup en Espagne, en Italie, en Norvège. Vous allez voir, toutes les listes que vous allez voir là-dessus viennent de Best Cost Pairing. Vous allez voir, il y a à peu près toutes les nations du hobby qui sont représentées. Je crois que j'ai peut-être pas mis de liste italienne, mais j'aurais pu. Et il n'y a pas de liste française parce que on choisit de pas faire pareil qu'à l'étranger. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Bref. Petit disclaimer avant de commencer, c'est toujours important. The Old World n'est pas un jeu de liste, c'est vrai. C'est le point qui est le plus important, le skill va toujours prioriser par rapport à la liste. Alors, attention, il y a des joueurs qui sont très mauvais mais qui gagnent parce que simplement ils gueulent fort. C'est-à-dire ils font des choses un petit peu stupides, et en effet, quand on débute, des fois, on ne sait pas ce que c'est qu'un redirecteur, on ne sait pas ce que c'est que beaucoup de choses, ce qui fait qu'on a l'impression que certaines listes sont très très fortes, ou que certains joueurs sont très très forts. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est juste une question d'appréhender la méta et d'appréhender le jeu. Dans tous les cas, le skill sera toujours supérieur à la liste, ce qui veut dire que si vous jouez bien avec une mauvaise liste, vous serez meilleur que si vous jouez mal avec une bonne liste.
La liste ne fait pas 80% du boulot comme on peut l'avoir dans un core game. Le joueur, c'est pas les 20% qui restent, c'est les 90% les plus importants. Par contre, oui, vous allez avoir une question de liste, qui veut dire que si vous jouez bien avec une bonne liste, vous serez meilleur que si vous jouez bien avec une mauvaise liste. Et de la même manière, si vous jouez mal avec une bonne liste, vous serez meilleur que si vous jouez mal avec une mauvaise liste. Bon, jusque-là, rien de choquant, mais c'est toujours important de le rappeler. On va commencer par l'Empire, on va d'abord faire les forces fantastiques. L'Empire, donc là on est en Angleterre, on est sur un tournoi sur une seule journée, 3 rondes, une personne qui est arrivée première, avec une liste qui est assez représentative de ce qu'on voit, c'est le MSU, la Gunline MSU en Empire. Donc vous allez avoir là, dans ce cas-là, 3 magos sur Pégase, donc de quoi blaster à distance, avoir les petits sorts de contrôle et tout ce qui va bien. 3 ingénieurs. Alors on dit 3 ingénieurs, c'est beaucoup. Alors oui, mais dans cette liste, on a 3 grands canons. Donc ça fait 6 dés d'artillerie à relancer par tour. 3 pour le tir initial, 3 pour le rebond. Et 2 Hellblasters qui vont lancer chacun 3 dés d'artillerie, pardon. 2 c'est pour le canon Orgona. Donc en moyenne, vous allez lancer 6 et 3, 9 dés qui peuvent vous faire des incidents de tir, donc potentiellement faire péter votre canon. Et jusqu'à 12 dés si vous comptez les dés de rebond qu'il faut fiabiliser de manière à faire un maximum de dégâts. Donc avoir 3 relances par tour, c'est vraiment pas énorme au final. En base, vous avez la base de Gunline qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire 3 packs d'archers et 2 packs de tireurs. Dans ce cas-là, il a choisi pour les tireurs des arbalétriers, il a privilégié la portée à la pénétration d'armure. Alors on rappelle, sur l'arquebuse et l'arbalète sont tous les deux force 4, ont tous les deux un malus de -2 pour toucher à partir du moment où ils bougent. Et sur un 6 pour blesser, les deux ont PA -2. La différence, c'est que l'arbalète n'a pas de PA de base mais tire à 30, là où l'arquebuse a 24 pouces de portée mais PA -1 sur son tir initial. Ça peut sembler peanuts, mais vous voulez jouer en premier avec ce genre de liste, et à partir du moment où vous jouez en premier, au tour 1, vos arquebuses ne seront quasiment jamais à portée de tir. Alors je dis quasiment jamais, pourquoi ? Le scénar standard, si les deux armées sont séparées de plus de 24 pouces, mais vous avez un scénar sur les 6 où vous êtes déployé à 18, vous avez un scénar sur les 6 où il peut y avoir jusqu'à 12 pouces uniquement entre les deux armées, et aussi vous avez beaucoup d'unités qui peuvent faire des mouvements d'avant-garde. Donc forcément, c'est à relativiser dans ces sujets-là. Dans tous les cas, le choix de l'arbalétrier va jouer sur le fait que très souvent, les collines ne sont pas collées aux zones de déploiement, et donc vous avez souvent à peu près la moitié, ils sont à peu près au milieu de la zone, en gros, pour faire simple. Et donc les 6 pouces de plus vont vous permettre assez fréquemment de pouvoir vous mettre en 2 rangs de 5 sur une arbalète, sur une colline, pardon, de manière à tirer dès le T1 sans modificateur. Donc une liste qui est très très bien, qui a fait le boulot notamment en affrontant du nain spam de gyrocoptère, donc la fameuse liste de début 2024 qui n'a jamais fait de podium. Une victoire contre des guerriers du chaos avec des dragons et des chevaliers élus. C'est assez rassurant de voir qu'une liste comme ça est capable de casser le dragon, que ce soit les 3 grands canons à D3 plus 1 PF sont vraiment très bien pour ouvrir les gros. Les chevaliers élus, je pense que simplement la quantité de tir avec de la PA au bout d'un moment, les pauvres gus quoi. Et enfin, encore une victoire contre du vampire, là une liste Mortis Chevalier de Sang, c'est une liste qu'on voit un petit peu plus fréquemment, même si le Mortis a tendance à peut-être un petit peu passer de mode. C'est vraiment la mode en mars-avril, là, sur le double Mortis notamment. Là, côté vampire, on voit plus souvent des listes un petit peu plus variées, donc c'est assez intéressant à suivre. Ensuite, en deuxième, je vais vous parler de la Bretonnie. Alors là, la Bretonnie, je suis allé chercher une liste qui pour moi est un très très bon exemple de liste très très forte. Cependant, c'est pour moi un très mauvais exemple de tournoi. Pourquoi ? La liste en elle-même, nickel. Vous avez le duc et le paladin sur Pégase royaux, donc ligne de vue à 360. Les deux ont un petit peu de défensif, mais surtout sont capables de faire du tueur de monstre, et en plus du coup fatal pour le duc. Donc vous avez une très bonne capacité pour aller gérer et chasser du monstre. Vous avez une prophétesse level 4 qui promène avec le corps de Frédémon, donc ça veut dire qu'il va empêcher l'adversaire de voler. Et vous avez 3 packs de Pégase. 3 packs de Pégase qui sont capables d'aller chercher. Alors là, on voit qu'il y en a un pack qui n'a pas de champion et 2 packs avec champion. On se laisse penser que le pack avec champion va servir pour le tout venant, et les 2 packs avec champion vont servir pour que le duc et le paladin puissent choisir de relever le défi ou pas. En gros, s'il y a un mec un petit peu trop violent, ou un petit champion d'unité qui charge, on veut pouvoir se dire, mon champion relève, comme ça, si je suis engagé dans un combat multiple contre un dragon, je garde le choix de ne pas le faire.
Il y a plein de moments où c'est totalement inintéressant d'avoir un champion, donc ça peut se comprendre que le troisième pack n'en est pas. Typiquement, quand vous faites choper par un perso combattant un petit peu trop solide, ou si vous le chargez, vous avez envie de lui mettre toutes les attaques dans la bouche. Je vous ramène au rapport de bataille Hombet versus Bretonien, donc le deuxième, pas contre les exilés, où là, le champion des Pégases dans la partie avait fait que il se retrouve à charger la grande bannière, en défi et à mourir en plus, ça j'avais chaté, les dieux étaient avec moi, et donc à perdre son pack de Pégase sur une connerie. Là où je dis que le tournoi n'est pas intéressant, parce que bon, déjà on est sur un tournoi à 8 joueurs. 8 joueurs, c'est très très peu. C'est vraiment le minimum pour qu'un tournoi soit, pour moi, acceptable, parce que quand vous commencez à démultiplier les rondes, au bout d'un moment, s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, vous allez vous tourner en rond, ou alors vous avez des joueurs qui vont affronter des joueurs avec un différentiel de ronde suisse trop important. Mais surtout, il a affronté 2 listes White Dwarf et une liste inconnue, du Skaven très très mou, du Roi des Tombes très très mou. Il y avait vraiment un petit côté le loup dans la bergerie. Donc, GG à lui. Alors, est-ce qu'on est dans le cas d'un champion de quartier ou d'un mec qui jouait contre ses potes qui débutait et qui est venu juste pour ramasser les 25% de chiffre de bons d'achat à dispo? J'en sais rien. Dans tous les cas, il a gagné premier GG à lui. Sa liste est très optimisée, c'est assez cool. Il a fait le choix des Chevaliers du Royaume à pied, donc c'est un bon choix dans la méta actuelle. Et écoute, bravo, même si sur le papier, on a l'impression que, bon, c'était pas ta base copain, quoi. Allez, un peu plus de charisme, on arrive chez les nains et chez les Norvégiens. Donc forcément, c'est des trucs qui me plaisent. Là, on est sur un tournoi sur 2 jours, qui a eu lieu fin septembre, donc 5 rondes. Donc 5 parties sur le week-end. Le mec a fini 4ème sur 20 avec une liste, une gunline naine, avec en force expéditionnaire. Donc on a 2 choses qui sont assez intéressantes. En premier, on a le Tan Gatling. Donc c'est un Tan qui va vous faire 2 tirs qui touchent à 3+, en ignorant les modificateurs. Et pour chaque touche, il va vous mettre D3 touches force 4. Donc en moyenne, il va vous mettre très fréquemment 2 D3 touches force 4 dans la bouche. Autant vous dire que ça fait des dégâts qui sont tout sauf raisonnables. C'est vraiment très très bon pour aller chasser les petites unités de machines, les petites unités de cavalerie légère, de tirailleurs qui vont avoir tendance à emmerder les nains. Parce que typiquement en général, vos gyrocoptères sont devant, et si vous prenez une embuscade où vous êtes fait prendre par les flancs, vous galérez en général à vous retourner et à faire le boulot. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on a une compo avec Burlock et 2 sapeurs. Alors les sapeurs sont très très bons parce qu'en fait ils vont créer des zones de terrain dangereux autour d'eux, en plus d'avoir les règles d'ingénieur pour les relances. Donc en fait, à chaque fois qu'une unité ennemie va bouger, quelle qu'en soit la raison, sur un mouvement, sur un CD du terrain, à partir du moment où la figurine bouge, quand elle est à portée de le commandement de l'ingénieur, elle va devoir faire un terrain dangereux. Donc elle a une chance sur 6 de crever si elle a un PV. C'est énorme parce que ça passe outre les sauvegardes d'armure, les regen, tout ce que tu veux. Une chance sur 6, c'était une très très bonne stat. Et ensuite, on a Burlock. Burlock qui est là pour mener le tout. Il a... donc lui, ses règles d'ingénieur à lui sont pas terribles. Ses vrais avantages, en fait, c'est globalement... Alors, je me dirais pour la différence de points entre un ingénieur normal ou un sapeur et lui, bon, c'est pas déconnant. Mais ce qui va vraiment rendre bien, c'est quand il est dans un pack d'arquebusiers, il va leur permettre d'ignorer le malus de longue portée. Donc le tir à plus de 12 pouces pour les arquebusiers nains. Là, dans ce cas-là, en plus, on a 19 arquebusiers qui ont l'amélioration Marksman, donc tireur d'élite, qui est spécifique aux forces expéditionnaires, qui permet d'ignorer le malus quand vous bougez et tirez. Donc, sachant que les arquebuses naines sont de fabrication naine, donc même en tir de contre-charge, elles ignorent le -1, autant vous dire que là, on est sur une unité qui va balancer des pruneaux, qui va être capable de bouger, etc. Le défaut, le pack vaut 280 points, vous allez souvent avoir le Tan qui est dedans, parce qu'il n'a pas d'autres unités pour vraiment l'accompagner. Vous n'avez clairement pas envie de le mettre avec des Rangers. Vous avez Burlock, Garnison qui sont dedans, donc ils seront 21, donc à voir comment ils les jouent. Est-ce qu'ils jouent 2 lignes en linehammer de 10 ou vraiment une grosse ligne de 20 au centre? Ça, il faudrait pouvoir voir les photos du tournoi pour le savoir. Mais en fait, comment il empêche l'adversaire de lui venir dessus? Il a plusieurs techniques. Alors, certes, il a 2 canons, un organ gun pour calmer l'adversaire de loin, mais il a surtout 4 scouts gyrocoptères, 2 gyrocoptères normaux et 2 gyrobombers. Donc il a vraiment des unités qui sont là pour harceler et empêcher l'adversaire de passer. Faites attention, c'est une liste qui est très difficile à jouer, on l'a dit, le spam de gyrocoptère n'a jamais gagné à lui tout seul. Parce que en fait, il y a pas mal de moments où vous allez juste filer des bons enchaînements de tirs à vos adversaires, ou pire, vous allez faire votre mouvement de vanguard,
vous avez tellement de scouts, il y a un moment, vous pouvez faire une boulette et mettre une de vos figurines de gyrocoptère à portée de charge d'une unité de cavalerie adverse au terrain. Et là, dans ce cas-là, c'est charge, soit une redirection de charge, soit une overrun après avoir tué votre gyro, et là, c'est un carnage. On notera aussi en contre-charge, il a 2 Doomseekers, c'est les petits mercenaires, les petits tueurs de trolls fanatiques en mode tourbilol, qui sont là pour faire pas mal de dégâts avant de mourir et pour temporiser. C'est toujours une très bonne unité à suivre. Au niveau des rondes, première game contre un orc et gobelin, alors malheureusement on n'a pas la liste. Bon, ça c'est bon, pour le livre des rancunes c'est toujours ça. Une victoire contre un empire avec tank à vapeur et déesse de chevalier, plutôt sexy. Une victoire contre une liste bête assez bizarre, avec 2 level 4 et une doublette d'enfants, les enfants géants là, qu'on a eu dans le supplément KO. Je suis pas sûr que la liste soit vraiment efficace, mais en attendant, il a gagné. Une belle petite victoire contre du Breto, avec une liste avec le Duc, 2 packs de 3 Pégase et un pack de Graleux. Quand vous jouez des canons, les Graleux, c'est super simple à tuer. Bien plus que des Pégases. Donc typiquement, vous êtes en position pour prendre, vous êtes en position qui dans une partie de bowling, donc c'est pas fantastique. C'est pour ça que c'est peut-être ce qui lui a permis de faire la différence contre le Breto, c'est que ce soit pas 3 packs de Pégase, mais 2 packs de Pégase et un pack de Graleux. Et enfin, il a fini contre un elfe noir, une liste avec la liste classique, même ce que vous pouvez un petit peu voir sur notre chaîne de rapport, sur le rapport de bataille elfe noir, avec du dragon une level 4. Liste très efficace, qui fait le boulot, qui est moins sexy sur le papier que certaines listes elfes, mais qu'on voit de plus en plus fréquemment sur les podiums. Donc bien joué le nain. Allez, les grands méchants de l'histoire, on va passer aux elfes. Toujours en Angleterre, tournoi sur 2 jours, classement 4ème sur 24, donc un très bon résultat sur un tournoi à 5 rondes. On est dans ce qui se fait de plus classique en Noël sur le moment. Allez, à part l'absence des balistes en soutien, qui sont assez fréquemment joués dans ce genre de compo, là il y a un peu plus de mettre des épées que d'habitude. Bon. On a un prince sur dragon avec l'amulette d'opale. Donc en fait, on a une méta, comme je disais, une méta où les joueurs réagissent. Où d'un côté, vous voulez que votre prince et votre dragon fassent le boulot en cassant le maximum de points à l'adversaire. Mais en même temps, vous voulez pas crever, donc vous devez vous protéger des tueurs de monstres. Donc ça passe par des invus améliorés, que ce soit une invue unique à 2+, pour permettre d'éviter le massacre. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est assez amusant. On rappelle que le prince au elfe attaque toujours en premier. Et donc l'objectif là, c'est de profiter de la hache coup fatal pour essayer de tuer en fait le duc avant qu'il ne fasse le boulot. Alors faut faire attention avec la règle d'attaque en premier, attaque en dernier, l'annulation, le fait de frapper à l'initiative par rapport à la distance de charge, etc. Mais voilà, c'est une combinaison qu'on voit assez fréquemment. Au final, le dragon au elfe commence à s'équiper de manière à être une moins bonne proie, pour le bourdonien. Donc ça, c'est assez amusant. L'archimage level 4 sur Cotre, une bonne petite unité. Je le préfère sur Phoenix, mais après, c'est des choix personnels. Les bases, les spéciales, les rares sont pas très intéressantes, à l'exception des 4 unités de 5 archers. Alors comment ça se joue? Ça se joue en colonne de 1, donc en 5 figues l'une derrière l'autre. Pourquoi? Parce que le tir de volée fait que c'est la moitié des figurines à ronde supérieure d'un rang qui vont pouvoir tirer. Ce qui veut dire que quand vous êtes en colonne de 5, en fait vous pouvez faire 5 tirs en mesurant la portée uniquement depuis le mec devant. Donc très pratique, ça prend moins de place pendant le déploiement, etc. Et ça vous permet ensuite de jouer, quand vous avez besoin de bouger, vos unités sont déjà en colonne de marche. Donc vous êtes capable de faire jusqu'à 15 pouces, et surtout, vous utilisez comme roue la largeur d'une seule figurine. Donc les roues sont beaucoup plus simples à faire, elles prennent beaucoup moins de place, donc vous êtes très très mobile, et ça peut vous permettre dans certains cas, quand l'adversaire commence à arriver vers vous, soit de vous mettre devant et de vous mettre dans une bonne position avec les roues, etc., pour l'obliger l'adversaire à se rediriger, donc un très bon redirecteur, ou simplement bouger de 15 pouces en ligne droite et passer entre les régiments adverses. En termes de ronde, il commence par une égalité contre un culte mortuaire. Il va ensuite battre une liste double dragon en elfe. Donc est-ce que la compo est meilleure en l'état que les compos standard double dragon? Est-ce que c'est une question de skill? Est-ce que c'est une question de chance?
dur à dire comme ça sans avoir plus d'informations. Ensuite, il perd contre du roi des tombes, alors c'est assez amusant hein, de le voir qui galère en entrée, et ensuite qui fait une défaite contre du roi des tombes. Il va battre des nains, donc ce qui fait que je ne peux pas respecter cette personne. Et à la fin, il va battre une liste guerrier du chaos ou des mers, type avec 9 dragons ogres. On imagine qu'il y a eu un défi et que c'est le champion maître des épées qui a relevé et qui a décapité le pauvre chaoteur en face. Donc voilà, assez intéressant à regarder. Du côté des elfes sylvains, on est sur un autre délire. Alors déjà, le tournoi s'appelait la guerre de la barbe, et c'est un elfe qui le guide. Déjà, ça fout le seum. On est sur ce qu'on appelle les dragons défensifs. Le dragon elfe sylvain, il est assez drôle pour ça. Bon là, il lui a mis l'ogre blade, histoire de frapper quand même, profiter de son attaque toujours en premier de noble. Mais il va avoir la combo 1 vue à 5, -1 pour être touché en défi, et les adversaires en contact ont -1 en CC en initiative, ce qui fait que, quasiment, systématiquement, il va frapper avant l'adversaire. Enfin, initiative 10, le mec a -1. Donc faut vraiment trouver une bonne combo pour que l'adversaire ait un bonus. Et en complément de ça, bah voilà, vous allez cumuler les malus. Alors c'est très fort au corps à corps quand vous êtes engagé, par contre, en termes de tanking, quand vous affrontez des listes typiquement de nains, d'empires ou de bretoniens exilés, votre dragon, c'est save à 4, une simple invulnérable à 5. Donc autant dire que vous pouvez disparaître très très vite. Donc dans ces match-up-là, bah, planquez votre dragon, le temps que votre poison, que vos unités empoisonnées aient fait le taf. Pour faire ça, justement, il a full empoisonné. Donc il a 3 unités de 5 gardes sylvains et 3 unités de scouts. 2 en base, 1 en spécial. Donc on voit sur le fait que dans beaucoup de tournois en Angleterre, vous avez une espèce de règle maison qui fait que les éclaireurs ne comptent pas en fait pour donner le +1 à votre adversaire. Donc en fait, ils ne comptent pas les unités d'éclaireurs comme étant déployées. Alors ça vient de la fac non officielle du comité, je sais plus comment il s'appelle, qui a statué là-dessus. Ils ont statué sans trop se prendre la tête et avec un argument qui pour moi est claqué au sol, mais c'est pas le sujet. Donc ils n'appliquent pas ce qui est écrit dans le bouquin de règles par rapport à ça. C'est clairement un changement de règle. C'est leur choix. Mais en fait, ça fait un énorme avantage pour les unités avec éclaireur. Pourquoi ? Bah, du coup, là, vous avez 450 points qui sont planqués. Donc au final, vous avez 6 poses qui sont pas très intéressantes, avec voilà, 3 fois 65 points en base, 2 packs de sœurs à 135 et un pack à 186. Et là, une fois que vous avez déployé vos unités, bah, vous avez déployé vos persos, et d'un seul coup, vous avez fini. Donc vous avez 1400 points sur table, et vous avez encore 500 points bien pratiques à déployer là où il faut, et qui vont vous balancer 28 tirs empoisonnés au T1. Et comme avoir +1 pour jouer en premier, bah, ça donne un petit 66% de chance de commencer, bah l'air de rien, 2 fois sur 3, ça le met dans de très bonnes situations. Ça lui a permis de battre un contre vampire, liste dragon plus chevalier de sang, donc là j'imagine très bien le dragon se faire harceler de flèches empoisonnées pendant 2-3 tours, et les chevaliers de sang rebondir totalement sur le dragon. Une victoire contre du Breton errant. Alors la liste est assez cool parce qu'il y a du Sinople, il y a des Pégases, et comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a pas beaucoup de tirs empoisonnés de tirs magiques dans la liste. Mais ils ont quand même réussi à faire le boulot. Alors méfiez-vous cependant, vous avez les Sœurs des Épines qui connaissent automatiquement un sort de magie de bataille, donc vous pouvez aller chercher une boule de feu s'il y a besoin, ou assez fréquemment le Vortex. Là où c'est fort, c'est que vous allez poser le Vortex et vous barrer. Ce qui veut dire que l'adversaire va très souvent se retrouver à devoir essayer de dissiper votre Vortex au fatidique, donc il va devoir claquer un gros 10 avec les dés. Donc si vous arrivez à planquer vos Sœurs des Épines une fois que les Vortex sont en place, le boulot sera fait. C'est là où ça peut permettre de dessouder du Pégase, enfin du Chevalier, typiquement le Sinople n'aime pas non plus prendre des Vortex enflammés, même s'il a une bonne endu, mais il est pas si élevé que ça, il est blessé sur du 5. Et là, ce qui me surprend un petit peu plus, c'est le victoire contre le Vampire en liste double mortis, donc là j'imagine que le poison a encore bien fait son taf. On vous rappelle, il n'y a pas d'immunité au poison en l'état dans The Old World. Donc vous n'avez un 6 pour toucher, que vous soyez une machine de guerre, un chariot ou quoi que ce soit, ça vous fera les mêmes dégâts que si vous êtes de l'infanterie. Donc ça va filer un petit avantage. Un elfe sylvain qui gagne, c'est classe, mais ça fait chier que le tournoi s'appelle la guerre de la barbe, quoi. Passons aux hommes bêtes. Là, on va commencer par une liste qui a gagné en Espagne. Alors la liste, elle est assez proche de ce que vous voyez déjà sur les rapports de bataille de la chaîne. Donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Vous avez le petit chaman level 4 avec le fétiche en élémentalisme plus un Orumi de ruine. Vous avez du dragon rogue, vous avez la doublette de gorgon. Voilà, la grosse différence c'est que lui joue moins de chars. Moi je vais aller chercher des chars
et un petit peu de harpie pour la vitesse. Il est parti sur des chiens du chaos et des Razorgore. C'est un choix personnel, et pareil, il préfère gonfler un petit peu les dragons ogres, il en joue 3 et 4 minotaures, là au moins je joue 2 x 2 dragons ogres, ou un gros patron minotaure. C'est du détail, dans tous les cas on sait qu'il a fait 2ème sur 12, qui est un très bon résultat. Cependant, comme on connaît pas les rondes ni les listes des adversaires... Niveau guerrier du chaos, alors attention, c'est une liste à 2500 points. Donc on est sur une liste avec des trucs assez sympathiques. On a un prince démon de Nurgle, excusez-moi, on a un prince démon de Nurgle en patron. On a pas mal de petits stuff, donc il est level 4. On a deux gros packs de cavaliers maraudeurs en bas, ce qui est assez rare. En général, on préfère les packs de 5, mais là, il joue par 10 en maraudeur. En maraudeur en marque de corne, pardon, donc des bonnes patates de fléau. Il les joue aussi avec hache de lancer. À mon avis, ça sera assez rare de réussir à placer les armes de lancer, mais bon. Il joue une petite chimère, donc ça toujours sympathique, un gros pack de chevaliers du chaos élus. Et en complément de ça, il joue un géant, 2 enfants du chaos de Slaanesh et 3 petits enfants de Slaanesh. Ce qui lui fait une très bonne base d'un démoralisable avec du tir, avec du mouvement aléatoire, etc. Tout comme il a son pack de Forsaken de Slaanesh, vous l'avez vu sur la chaîne, qui est rapide, donc très, très efficace aussi. Ça donne une liste qui marche bien, donc il a gagné un GT, donc c'est pas mal. Alors on est sur un GT sur une seule journée, hein. On est en Hongrie, c'est peut-être une méta un petit peu différente de chez nous, ils jouent en 2005. Ce qu'il faut retenir, une victoire contre du vampire, une liste très variée, une victoire contre un autre vampire, donc là une liste dragon et double chevalier de sang. Et enfin, une victoire contre du Khemri, liste culte mortuaire et double arche. Donc le mec a bouffé du mort-vivant toute la journée, je pense qu'il est rentré chez lui, on lui dit instable, il pétait un câble. Mais bon, bien joué à lui. Ensuite, niveau roi des tombes, alors on voit énormément de listes culte mortuaire, qui est une très très bonne armée d'infamie. Là, ce coup-ci, on est sur un tournoi sur 2 jours, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Il a fini 2ème sur 24, donc c'est très bien, avec une liste double dragon, mais dragon, roi des tombes dessus et oppresse dessus. Donc c'est un petit peu plus compliqué à jouer, mais apparemment ça lui a bien permis de fonctionner. Alors il a mis des petites options, on sait pas si c'était juste pour combiner les points qui restaient, typiquement une lame enflammée sur le oppresse, des choses comme ça. Bon, ok, why not. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a le pack de 40 squelettes en mode phalange, donc on rappelle la phalange. Quand vous perdez le combat, vous ne bougez pas, si l'adversaire n'a pas plus de PU que vous. C'est une sorte de mur de bouclier amélioré pour les morts vivants, donc très très bien. Et en plus de ça, il a placé 2 scorpions des tombes et un nécrosphinx. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi gérer les gros, il y a de quoi tanker. Et c'est pour ça qu'on est sur un gars qui fait un assez bon résultat. Alors cependant, il fait 2ème avec 3 victoires et 2 défaites. C'est assez rare sur un tournoi sur 2 jours, même si là, il n'y avait que 24 joueurs, donc ça a pu jouer, d'avoir des résultats aussi serrés. En général, ce qu'on dit, c'est que si tu perds une game, tu peux faire un podium, mais la première place est morte. Quand tu en perds 2, normalement, au meilleur des 4, dans le premier tiers. Là, on voit qu'on a dû avoir un tournoi avec beaucoup de parties très équilibrées, et pas forcément un gars qui faisait full victoire en mode finger in the noise. Du coup, une victoire contre des guerriers du chaos, contre une liste un peu white dwarf, une défaite contre du vampire liste avec un dragon et une mortis, une défaite contre des guerriers du chaos avec 9 dragons ogres. Alors ça, c'est quelque chose qui me surprend un peu plus, mais pourquoi pas. Il a battu une liste nomade et il a battu une liste Skaven. Alors on parlera un petit peu des Skaven plus tard, mais globalement ce qui se joue le plus en ce moment, c'est et quoi en général par 9, là c'était par 12. Au niveau des orques et gobelins, on a une liste qui est un petit peu bizarre. Au niveau des orques et gobelins, on a une liste qui est un petit peu bizarre. On a de level 4, on a le patron sur Squid, donc ça c'est assez classique. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a un mélange d'unités qui sont très stables, les gobelins de la nuit en tête, la catapulte à plongeur de la mort, qui est la catapulte la plus précise du jeu, en dehors des catapultes avec un ingénieur ou une rune à côté. Donc vraiment très stable, pas d'impétuosité, etc. Mais en contrepartie, il a mis énormément de points, il y a 450 points qui vont dans 10 cavaliers orques sauvages costauds, plus un chaman level 4 frénétique. Donc voilà, vous avez au final 3 packs
3 packs très stables qui seront soutenus par des manglers, et le pack de cavaliers sauvages qui vont en énorme ligne droite et pour aller choper l'adversaire. Donc on a une liste très dure à jouer, mais ça lui a permis de faire 2e sur 10, donc bien joué sur ça. Première liste, il affronte un homme lézard, une liste assez variée, donc voilà, pas grand chose à dire. Il perd ensuite la 2e contre une liste duc double canon de corne. Alors, on n'est pas habitué à voir une alliance de Zench corne en général, on voit plus souvent du Zench Slanesh ou du corne d'Urgle. Mais à première vue, le duc du changement soutenu par des canons de corne, ça peut faire une liste d'Aka assez intéressante. Et à la fin, il bat une liste homme-bête avec 2 packs de Dragon Ogre et un Dragon Ogre Chagot. Bon, c'est pas une liste que je trouve très très optimisée, mais s'il affronte en 3e ronde, c'est qu'il y avait potentiellement un podium derrière, donc voilà, très classe. Pour passer aux forces de légende, on va commencer par les nains du chaos. Donc là, c'est assez propre. On est sur un joueur nain du chaos qui finit 1er sur 20 sur un tournoi sur 2 jours, donc début septembre. Sa liste est assez cool. Elle a deux gros papas. Elle a un sorcier prophète sur Baltorus, donc avec deux manteaux de pierre, donc il fait un petit patron endurance 8. Donc c'est assez intéressant parce que vous êtes immunisé aux attaques de force 1 et 2. Donc l'air de rien, c'est cool. Vous êtes immunisé au Vitaille déjà des hommes bêtes, et vous allez être immunisé à pas mal de petits spells qui ignorent les sauvegardes d'armure. Je pense au sort de démonologie, qui met des touches force 2 ignorant les saves, donc ça c'est toujours bien. Il a le Big Boss 3, 4, 5, donc c'est le War Boss Orque Noir, pardon, sur Wyvern, avec le pantalon en peau de troll, le qui coupe le plus, et un petit bouclier, donc ça lui fait une save à 2, un vu à 5 une fois par partie, et un régène à 5, donc très très tanky. Après, attention, la Wyvern, c'est tout mou. Le seul intérêt de la Wyvern, c'est de porter un patron Orque Noir au combat. Les attaques sont pas bonnes, le stomp est ridicule, donc faites attention à ça. C'est pas un dragon, une Wyvern, quoi. Ça vaut pas le coup d'un dragon, c'est même en dessous de la Manticore, donc faites gaffe à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a payé un petit level 1 en plus qui va servir, vu que le gros patron il va souvent aller faire le bordel au corps à corps, il va aller soutenir les deux lance-roquettes. Donc on rappelle, les lance-roquettes, c'est des catapultes qui font dommage D6, donc, sur un gros hit, capable de démonter un chariot ou quoi que ce soit, donc assez cool. Comme il aime bien ce qui ne meurt pas, il a rajouté un Iron Demon, donc qui est l'équivalent du tank à vapeur en nain du chaos. Il y a des petites unités de soutien, donc 2 packs de hobgoblins avec arc, un pack de 5 gardes infernaux en détachement, mais il a surtout un pack de 18 gardes infernaux en base, avec armes lourdes, bouclier, tout ce qui va avec. Donc en fait, il va avoir son gros bloc défensif avec ça, qui va défendre ce qu'il y a derrière, et puis ces petites unités qui vont aller chercher. On note le pack de 5 orques noirs, qui est vraiment pas courant, ou ce sont des plus gros packs, mais c'est une bonne manière de le voir, de se dire que voilà, c'est juste 67 points de taxe, pour une unité qui va tanker autant qu'elle peut tanker. Donc il a mis 3 boucliers, donc il va tanker à save à 3 en début de game. Ensuite, elle va passer à 4+, mais ils ont des armes lourdes, donc c'est plutôt agréable. Et qui va servir en fait de taxe pour débloquer le patron à 3, 4, 5. Au niveau de ses match-up, il a gagné contre un Skaven, encore une fois, double prophète, triple coureur, donc rien de particulier. Alors là, un petit peu la honte, il va perdre contre un nain avec une liste gunline plus enclume, avant de perdre contre une liste un petit peu variée en empire avec un tank à vapeur. Donc on est en train de se dire, en termes de composition, il perd dans ses miroirs, c'est un petit peu dommage. Par contre, là où il va être cool, assez surprenamment, parce que c'est un match qui est souvent compliqué, c'est il va gagner contre Broto. Alors pourtant, il y avait un duc, Élise Duchar, et puis double Pégase, donc pas une liste facile à affronter. Il va gagner sa dernière game contre un guerrier du chaos, alors avec une liste guerrier plus dragon ogre. La liste est super bizarre, il y a plein de guerriers du chaos en base. Très cohérent si c'était en V8. Là, sur The Old World, un peu surprenant. Ensuite, on a alors ça, cette liste-là, elle a fait beaucoup parler en démon du chaos, le Texas Open. En gros, la liste a fait 2e. C'est une liste totalement what the fuck, et au même titre que la liste qui a fait première. Alors, la liste qui a fait première, qui a battu cette liste-là en finale, c'est un Français qui la joue, donc Cocorico, c'est assez cool. Mais c'était que des listes what the fuck. On regarde toutes les listes, celle-là, elle ne répond à aucun des critères habituels de ce qu'on trouve dans The Old World. Déjà, on a un anti-monde, alors que d'habitude, c'est le gros qu'on voit le moins sur les tables. On a un prince démon, on dit prince démon habituel, on mélange magie et corps à corps. Non, juste de cornes. Ok, why not. 2 packs de sanguinaires en base, là où d'habitude chez nous, et enfin, on va dire dans la vieille Europe et dans la plupart des tournois, on voit que du spam de gargouilles, des furies. Donc, what the fuck.
des veneuses de Slaanesh en spécial, des mouches de Nurgle, qui sont encore une fois pas connues comme étant une très bonne unité chez nous, mais qui là à première vue ont fait le taf, et un petit Soul Grinder de cordes en soutien. Toute la liste, on voit ça comme un énorme what the fuck qu'on la prend de l'extérieur, et de toute façon, quand on a regardé les listes contre qui il a joué, la première, un homme bête triple gorgon, donc ça déconne pas non plus, assez amusant qu'il a réussi à passer, hein, parce que je vois vraiment l'homme bête comme étant supérieur sur ce match-up-là. Le manque d'attaque magique peut faire, mais bon, quand même. Une victoire contre des nains, alors le nain, il jouait, je crois, 5 packs de 21 guerriers nains. Tu regardes la liste, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'as pas été, ton magasin n'a pas été livré, t'as juste reçu les détachements de base, t'as fait une liste avec. Ensuite, une liste un peu plus classique, enfin, OELF, liste dragon plus Prince Dragon, donc là c'est du classique. Ensuite, il se tape une bande de trolls, alors on en a vu très très peu des bandes de trolls en tournoi, en tout cas très très peu performé. Et à la fin, il perd, comme on a dit, contre le français, avec une liste Highlander totalement what the fuck, avec un pack de chevaliers errants, un pack du royaume, un pack de trucs, enfin voilà. Le tournoi, en termes de composition de liste, était surprenant de fou, et du coup, ça donne des podiums assez sympathiques. On reste sur un tournoi sur synchrone, hein, c'est encore une fois pas du hasard, c'est pas juste un coup de chance, un coup de ronde suisse. Donc bien joué à lui pour avoir amené une liste vraiment différente des standards. Ensuite, mon petit bébé que j'adore, là, c'est les elfes noirs. Cette liste-là, je la trouve terrible. Premier sur 24 sur un tournoi sur 2 jours, en 5 secondes. Double dragon, un avec le seigneur dessus, deuxième la sorcière dessus. Alors, une sorcière sur dragon, c'est vraiment couillu. Il a 3 packs de 8 cavaliers en base. Autant vous dire que voilà, c'est fait pour esquiver, pour éviter les pruneaux. Un pack de chevaliers sur son froid, avec la Arganette, donc capable de mettre des bonnes patates. Et ensuite 3 packs d'ombre, donc un pack vétéran. Enfin, je veux dire, toute la liste, on la regarde, on se dit, mais attends, il y a quoi qui combat? Et en fait, c'est une liste savonnette, c'est-à-dire vous allez avoir vos 2 dragons, vos Dark Riders et vos ombres qui vont tourner autour de l'adversaire, les blaster, mettre des souffles, les harceler. Et quand ça commence à être prenable, d'un seul coup, là, vous allez avoir des belles charges combinées. Donc ça lui a permis de battre un culte mortuaire de Khemri avec une boulette de dragon, comme on a vu un petit peu précédemment. Un deuxième culte mortuaire beaucoup plus classique sur les personnages, mais avec 2 arches en soutien. Un Skaven avec 2 prophètes et 3 packs de 12 coureurs. Un guerrier du chaos avec la fameuse liste qui a fait beaucoup rêver. Je ne connais pas encore l'efficacité de cette liste, mais la liste triple dragon, c'est-à-dire seigneur sur dragon, Balroche en deuxième dragon et le Warfire Dragon en rare. Et enfin, il a gagné contre une liste dragon plus Mortis, un truc un peu plus standard qu'on voit actuellement. Mais alors, oui, c'est du double dragon, mais la composition qu'il y a autour, savonnette avec beaucoup de cavalerie et du tirailleur, c'est des listes qui demandent beaucoup de dextérité. On peut pas se contenter d'avancer tout droit et espérer que l'adversaire fasse une connerie. Donc, non, vraiment bien joué à lui. Au niveau des hommes lézards, oui, un homme lézard est capable de gagner un tournoi. Alors, oui, je suis allé le chercher en juillet, contrairement aux autres, on est en septembre-octobre, où il y a un peu plus d'exemples. Mais c'est l'une des armées qui a moins joué en tournoi pour beaucoup de raisons. Je pense que beaucoup de joueurs qui avaient des figurines hommes lézards, les jouent à Age of Sigmar, où l'armée est, je crois, régulièrement compétitive, on peut dire ça comme ça. Vous avez une petite base de monstres avec 3 Bastiladons et un Saurus sur Carnosaur, donc de quoi mettre des bonnes patates avec un petit peu de Daka. Vous avez une base de tiers assez marrante avec un Slann et son relais, le prêtre Skink, 3 packs de tirailleurs, donc on est sur une 30aine de tirs empoisonnés, plus 7 caméléons, donc des skinks améliorés, donc ça tire bien. Et pour faire un semblant de ligne centrale, vous avez 2 packs d'une dizaine de sang-froid, 10 et 11, 10 sang-froid, 10 Saurus d'un côté et 11 gardes des temples de l'autre. De quoi faire la rétention de points et surtout filer une petite protection au mago pour éviter qu'il se fasse blaster ou qu'il se prenne des canons. Donc non, bien joué à lui, la liste est assez surprenante, c'est l'homme lézard, c'est l'armée qui est la plus boulée sur The Old World en ce moment. Il a battu l'ogre, malheureusement on connaît pas la liste, et après il a affronté 2 listes un petit peu White Dwarf, une liste vampire et une liste elfe sylvain. Les listes White Dwarf ça fonctionne à The Old World, donc autant en profiter. Mais on n'est pas dans les standards non plus de dureté, c'est peut-être pour ça que ça lui a permis de s'en sortir. En plus de potentiellement du skill, de la chance et tout ça va avec. Ensuite, en Espagne, encore une fois, l'Orga a eu la flemme de communiquer les listes affrontées et les listes des Worlds. Donc on a un petit patron en Royaume Ogre avec un désosseur en patron. Alors, on s'attend souvent
aux familiers de savoir sur sur un domaine de l'illusion pour aller chercher le doppel ou alors le sort de contrôle. Et au final, il est en domaine de bataille, oui, c'est en domaine de bataille, magie de bataille, pardon. Ce qui lui permet d'aller chercher une deuxième boule de feu et surtout le vortex. Donc on est sur un patron qui blaste bien. On a les trappeurs gnoblards. Une très très bonne unité. Bon, pas la peine de détailler. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un QI à 3 chiffres, vous comprenez que le gnoblard trappeur est une des meilleures unités du jeu. Quoique maintenant, il y a le sapeur nain qui fait un petit peu la même chose sans avoir besoin du contact. Donc c'est peut-être un petit peu... Non, il est peut-être plus dans le top 3. Mais il est facilement dans le top 6 sans aucun souci. Ensuite, vous avez, alors, moi je suis vraiment pas fan de ça, mais je peux comprendre que les joueurs les jouent, 2 grosses briques, 7 Iron Guts et 6 buffs. Je suis vraiment un fan des packs, enfin j'aurais préféré un pack de 4, un pack de 3 et 2 packs de 3 pour les buffs, je trouve ça plus intéressant de les multiplier. Et il a fait le choix de pas le faire, peut-être pour des raisons de test de panique, peut-être pour des raisons d'habitude, peut-être parce que c'est la méta en Espagne, etc. Un petit pack de 3 mangeurs d'hommes, là où il est couillu, c'est qu'il sort le pack de 4 cavaliers Montfang, donc 4 chevaucheurs. C'est une bonne unité, mais c'est 343 points, et globalement, c'est des ventres durs qui bougent plus vite. Donc c'est très bien en termes d'impact, mais vous commencez à sentir quand même la différence de points par rapport au PD que vous avez, quoi. Ensuite, bah voilà, 3 Yeti, 2 cannibales, ça fait le boulot, ça emmerde l'adversaire, ça prend la table. Bonne petite compo, et du coup, bah, 1 sur 12, un classement avec 3 rondes. C'est ok. En termes de Skaven, la liste qui est souvent raillée, moi par le premier, pour les contraintes de création de liste, bah, vous pouvez choisir de les ignorer et faire comme ça. Donc là, on est sur 2 prophètes gris, en illusion, qui va bien, un en domaine en magie de bataille avec l'anneau rubis de ruine, donc autant vous dire qu'il est là pour blaster. Deux petits ingénieurs deux petits ingénieurs level 2, donc on est sur 12 niveaux de magie, hein, plutôt sympathique. Il va foutre un petit Skaven avec une grande bannière, la stand bannière, donc pour se protéger un petit peu des tirs, why not. 2 packs de guerriers des clans parce qu'il en faut avec une Ratling, donc encore une fois du Daka. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a 3 packs de 9 coureurs d'égout, avec attaque empoisonnée et arme de lancer. Donc on est sur des unités qui vont faire beaucoup de harcèlement, et bah qui sont capables, avoir vu la quantité de tirs, si vous affrontez un monstre qui n'a pas une de plus, bah vous allez le dégommer. Donc assez sympathique de ce côté-là. Alors la première game, il a gagné contre un gobe de la nuit qui avait 3 level 4, donc lui aussi 12 niveaux de magie, donc on sent un thème. Ensuite, il a affronté des listes assez variées, il fait une victoire contre un homme lézard, une égalité contre un homme bête. Je suis assez surpris, parce que je sens, moi, l'homme bête vraiment en ramasse sur ce genre de match-up. Donc peut-être qu'il a déchaté, peut-être que l'adversaire a très très bien joué. Défaite contre le Royaume Ogre, là aussi ça me surprend, je le sentirais bien à l'aise sur ce genre de match-up, mais apparemment c'est pas le cas. Et enfin, Orc et Gobelin, une liste Wyvern et 3 niveaux 4, encore une fois 12 niveaux de magie et un patron monté. Bon, là il a dessoudé, peut-être que la Wyvern n'avait pas la save de plus, et dans ce cas-là, bah, c'est une victoire facile, quoi. Et enfin, on passe au vampire. On reste en Norvège, comme le nain qu'on avait vu au début. Là, on est sur une liste assez classique. On a le patron sur zombie et on a le maître nécromancien avec le 2 Noireau. Alors, en nécromancie, là, il a fait le choix de ne pas le jouer sur Machine Mortis. Donc, est-ce que c'est un meilleur choix? Est-ce que c'est une réaction à la méta avec la remontée des machines de guerre? On voit beaucoup de listes avec machines de guerre dans le jeu actuellement. Il faut calmer les dragons, hein. Peut-être. Après, je veux dire, à partir du moment où tu mets un dragon, dans tous les cas, tu t'es commit. Tu mets 440 points qui peuvent disparaître sur un gros boulet. Est-ce que tu veux vraiment ne pas aller à fond dans le thème et se dire, bon, voilà, tant pis, j'ai un match-up de merde, mais on l'assume. Il a choisi de varier. À première vue, ça lui a bien permis de fonctionner. On rajoute à ça 2 Banshee, 2 Terror Guest. Donc on a quand même beaucoup de cris. 4 cris par tour, c'est pas rien. Et en plus, bah voilà, 2 monstres en plus, qui pour moi, le Mortis serait vraiment bien rentré dans la liste. Après, il faut caser les points, hein. Et enfin, alors moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'il joue un pack de 30 ghouls. Donc on voit souvent des packs de 10 ou de 15 en ghouls, soit en tirailleur, soit en redirecteur, soit en unité de corps à corps qui repasse en tirailleur pendant la game. Là, il les joue par 30. J'imagine que c'est pour profiter au maximum du mouvement de réverb et filer le maximum de mobilité à ses magos. Ça me semble plutôt pas mal. Ça lui a permis de faire, alors en première game, une égalité contre du Skaven, bah, comme je le disais juste avant, quand tu balance 25 tirs empoisonnés, donc 50 tirs empoisonnés, c'est du tir multiple,
dans la bouche de l'adversaire, le dragon, s'il n'a pas une 2, il meurt. Bon, son dragon n'a pas une 2 plus, donc il meurt. Ensuite, il a battu un nain en clan royal, alors qu'il jouait deux rois. Là, armée d'élite qui se prend des cris, plus de la nécromancie dans la bouche. Yeah. Surtout que les sorts de nécromancie, vous avez un vortex qui se place, et donc le nain n'a pas accès à sa résistance à la magie pour faciliter la dissipation. Donc vraiment très compliqué, et puis quand vous avez des mecs à 15 points qui disparaissent à chaque différentiel de commandement sur le jet de dés, ça commence à faire mal. Ensuite, victoire contre de l'orc et gobelin assez varié, pas surprenant. Défaite contre du Breto, alors exilé double Pégase bombarde, vraiment un match-up très très compliqué. Exilé donc vétéran, autant vous dire que le peu de fois vous allez le faire tester la peur, il n'en a rien à foutre. Double Pégase, donc vos persos, ils vont se faire déboîter, et surtout potentiellement encore, donc potentiellement votre dragon, vos chauves-souris, etc. qui marchent, autant vous dire que ça vous met bien dans la merde. Et en plus, pour finir, une petite bombarde, histoire d'assumer le truc et de vraiment de coucher le vampire très tôt. Donc assez compliqué là-dessus, c'est une défaite, c'est plutôt logique. Et enfin, victoire contre low elf avec liste dragon et cavalerie. Bon là c'est pareil, il y a de l'élite, il y a du bon truc, il y a des super saves. T'as beau avoir une super save d'armure, quand le mec crie au visage, il crie au visage. Les listes ont été faites pour ça. Écoute, bien joué pour le vampire, c'est toujours bien de mettre une fessée à un elf pour finir. Écoutez, cette vidéo est terminée, merci à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre le petit pouce qui va bien, à vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas encore, ça nous fera plaisir. On est comme toutes les chaînes YouTube, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 3 qui regarde qui est abonnée, donc 2 sur 3 qui leur en douce. C'est pas sympa. Non, voilà, pensez à vous abonner, à partager, comme je l'ai dit juste avant, ça nous aide grandement. C'est les débuts de la chaîne. On vous retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit un rapport de bataille, un tuto, des tricks au niveau règles ou un point sur la méta. Et d'ici